Bonjour les chimistes, alors je vous propose la correction d'un exercice sur le dichromate de potassium utilisé en tant qu'étalon primaire. Étalon primaire, ça veut dire qu'en fait on va avoir des cristaux de dichromate de potassium avec un très bon taux de pureté, ce qui va permettre de les utiliser pour doser, donc pour étalonner en fait une solution titrante utilisée dans un autre dosage, donc ici des thiosulfates. Bon, notre exercice va se couper en deux. Il y a une première partie où on va étudier, mais de façon assez rapide, le diagramme potentiel pH de l'élément iode. Ça va permettre de revoir comment on attribue les domaines d'un diagramme potentiel pH, mais aussi de voir les notions, mais je vais vous laisser ça pour tout à l'heure, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre une base sur une solution de diode, par exemple. Et il y a en général beaucoup d'erreurs. Donc je voudrais venir sur cette petite question piège. Voilà. Et dans une deuxième partie, eh ben, on va voir le dosage en retour pour trouver justement la concentration de la solution en ion thiosulfate. Donc le titrage en retour extrêmement souvent posé au concours, malheureusement maltraité par beaucoup de candidats parce que la chimie des soupes, c'est vraiment votre partie préférée. Donc je trouve que c'est important qu'on voit ça ensemble. Voilà, allez, on s'y met. Alors je rappelle que comme toujours, hein, les énoncés des exercices sont disponibles dans le descriptif de la vidéo. Et par ailleurs, j'essaie de vous mettre le timecode, c'est-à-dire que vous pouviez avoir le temps en fonction des questions. Il suffit de cliquer et vous arrivez à la question de votre choix. Allez, commençons par la question 1. Donc on vous demande sur le diagramme potentiel pH de l'iode, ci-après, ou plutôt ci-dessus, indiquer les espèces qui prédominent dans les domaines 1, 2, 3. Donc on vous donne les espèces à considérer. Expliquer ce que l'on observe lors de l'ajout d'une solution basique. Alors tout d'abord, pour attribuer les domaines, il va falloir commencer à donner en fonction des espèces le nombre d'oxydation de l'élément iode. Donc là, les trois espèces qu'on vous demande de considérer, on a l'ion iodure I-, l'ion iodate IO3- et le diode I2. Donc le degré d'oxydation, ça va être -1 ici, plus 5 dans l'ion iodate et 0 dans le diode. Alors je vais faire un petit rappel simplement, s'il était besoin. Comment je trouve le degré d'oxydation de l'iode dans l'ion iodate? Je vais écrire que la somme des nombres d'oxydation des éléments qui sont dans IO3- est égale à la charge formelle qu'on note souvent petit q. Donc dans notre cas, ça va s'écrire nombre d'oxydation de l'iode plus 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène qui est égal à -1 puisque la charge est égale à -1 et donc le NO de l'iode, sachant que le nombre d'oxydation de l'oxygène c'est -2, ça nous fait bien +5. Voilà. Bon, ça c'est une première question qui était extrêmement facile. Du coup, il suffit ensuite de voir sur le diagramme que l'espèce la moins oxydée c'est le domaine 1, ensuite le domaine 2 et enfin le domaine 3. Donc l'attribution se fait quasiment automatiquement. On va avoir dans le domaine 1 I-, dans le domaine 2 le diode et dans le domaine 3 IO3-. Maintenant, la partie de la question moi, qui m'intéressait le plus, c'est celle-ci, c'est-à-dire expliquer ce que l'on observe lors de l'ajout d'une solution basique sur une solution aqueuse de diode. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez pour vraiment bien comprendre, c'est déjà mettez pause et dites-moi dans les commentaires ce que vous prévoyez. Alors, je serais très content que certains jouent le jeu, même si je pense que la plupart, vous allez vous poser la question, mais vous n'oserez peut-être pas écrire votre réponse. Allez, on va dire que vous l'avez fait. Maintenant, en fait, la plupart, ce que vous allez dire en général, c'est que le diode, on va dire qu'on a du diode, on est dans cette zone-là, et donc si j'augmente le pH, je dois bouger de manière horizontale, puisque c'est une simple augmentation du pH. Et donc dans ce cas, on arrive à dire que le diode va se transformer en IO3-. Sauf que c'est une grosse bêtise. Voilà, donc c'est pas ça du tout qui va se passer, parce qu'en fait, si vous me dites ça, ça veut dire que vous me dites que I2 s'oxyde en IO3- et que donc la base HO-, on va dire qu'on a ajouté de la soude, NaOH, la base HO- aurait joué le rôle d'oxydant. Ce qui est bien évidemment faux, puisque si on mettait le potentiel du couple considéré, donc ça serait le couple OH2, il serait bien en dessous, donc bref. Il n'y aura pas d'oxydation de cette manière-là. Donc en fait, ce qui va se passer, on va bien sortir du domaine de stabilité de I2, ça c'est clair, mais donc I2 va devoir s'oxyder en IO3-, ça oui, mais c'est pas HO- qui va le faire. C'est le seul réducteur disponible, c'est I2 lui-même. Donc en fait, on va avoir le diode qui réagit avec une autre molécule de diode, enfin plusieurs molécules de diode, pour d'une part oxyder I2 en IO3-, d'autre part réduire d'autres molécules de I2 en I-. Donc on fait ce qu'on appelle une dismutation, c'est-à-dire qu'à partir d'une espèce à un degré d'oxydation donné,
on va former une espèce de degré d'oxydation plus faible et une espèce de degré d'oxydation plus forte. Si on regarde, cela va intervenir au point B, parce qu'en fait, le potentiel du couple IO3-I2, si on continue, si on prolonge les droites, deviendrait inférieur au potentiel du couple I2-I-. Ce qui fait que I2 perd son domaine de stabilité et se dismute. Voilà, mais maintenant je vous propose de l'écrire. Donc, il se produit à partir du point B, la dismutation de I2 en I- et IO3-. Donc ça, on le rencontre assez souvent, et vous aurez la même chose, par exemple, avec le diagramme potentiel pH du chlore. Donc là, bon, allez, je vais écrire les demi-équations des couples. Donc IO3-, I2, je vais avoir 2 IO3- à queue. Donc du coup, je vais avoir I2 à queue de ce côté-là, ce qui veut dire que j'ai 6 H2O liquide. Et donc là, je vais avoir plus 12 H+, plus 10 électrons. Et donc, au passage, pour un atome d'iode, on passe d'un degré d'oxydation plus 5 à 0. Il y a 2 atomes d'iode, donc ça fait 10 de variation de degré d'oxydation. On a bien 10 électrons échangés. D'accord ? Donc je vous rappelle que le nombre d'électrons échangés correspond à la variation du nombre d'oxydation. Ensuite, pour le couple I2, I-, eh bien on va avoir I2 à queue plus 2 électrons qui donne 2 I- à queue. Et donc on va utiliser ces deux équations-là en multipliant du coup celle-ci par moins 5 pour qu'il n'y ait pas d'électrons à l'arrivée. Et donc, c'est I2 qui va être le réactif puisque j'écris une dismutation. Donc en fait, on va plutôt faire fois 5 ici et fois moins 1 de ce côté-là. Donc je vais avoir 6 I2 à queue plus 6 H2O qui va nous donner 2 IO3- à queue plus 10 I- à queue, et je dois oublier quelque chose, oui, il y a les H+, bien évidemment. Donc là, on va avoir plus 12 H+. Donc ça, ce serait une écriture d'équation équilibrée avec des protons. Donc c'est plutôt les équations qu'on écrit en milieu acide. Alors là, est-ce qu'il était précisé l'ajout d'une base, alors, il serait plus intelligent de modéliser cette réaction justement en tenant compte de l'ajout d'une base. Donc l'écrire en milieu basique me paraît mieux. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Je vais combiner cette équation avec une autre équation que j'écrirai 12H plus 12HO- qui donne 12H2O, c'est-à-dire qui sera lié à l'autoprotolyse de l'eau. Et de cette manière-là, donc je vais l'écrire. Donc en milieu basique. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter plus 12HO- ici, plus 12HO- ici. Là, je le fais un petit peu vite. Du coup, 12H plus et 12HO-, ça nous ferait 12H2O. Et puis ensuite, il faudra simplifier parce que du coup, j'enlève 6 molécules d'eau ici. Et donc ici, il me restera 6 molécules d'eau. Vous voyez ? Bon, je l'ai fait un peu en accéléré, mais du coup, si on écrit la même équation en milieu basique, ce qui peut être souvent demandé, on aura 6I2 à queue plus 12HO- à queue qui va nous donner 2 ions iodate plus 10 ions iodure plus 6 molécules d'eau. Alors ensuite, on nous demande de proposer un protocole expérimental succinct pour tracer le diagramme potentiel pH de l'iode, portion AB, puis CD uniquement détailler le matériel de mesure. Bon, alors là on va aller assez vite. En fait, ce diagramme potentiel pH, il a été donné mais sans convention, donc il faudrait connaître la convention de tracé recherché, ou alors la poser nous-mêmes. Donc les conventions, typiquement, on va avoir par exemple la somme des concentrations
en espèces dissoutes égale à la concentration de tracé. C'est-à-dire que ça s'écrirait concentration de I- plus concentration de I2 égale concentration de tracé. Ou parfois, on va avoir des conventions un peu plus compliquées, comme c'est la concentration totale en élément iode qui est égale à la concentration de tracé sur la frontière. Donc dans ce cas, il faudra écrire 2 fois la concentration I2 plus la concentration I- qui va être égale à la concentration de tracé. Bref, ce n'est pas l'objet de l'exercice, mais en gros, on va se placer dans des conditions telles qu'on respecte la condition de tracé. Donc faire un mélange I2, I-, typiquement, en respectant ces conditions-là, et puis faire évoluer le pH en mesurant le potentiel du couple à tout instant. Donc évidemment, ça va nécessiter quoi comme matériel ? Déjà de mesurer simultanément le potentiel. Donc en pratique, on mesure une différence de potentiel, donc il faudra 2 électrodes. Une électrode de mesure comprendra une électrode de platine, parce que toutes les espèces sont dissoutes, donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on prendra un conducteur métallique inerte. Une électrode de référence, par exemple, une électrode, ça peut être une électrode au calomel saturé, ou une électrode au chlorure d'argent, à voir. Voilà. Et de l'autre côté, il faut mesurer le pH. Donc pour le pH, on prendra un pH mètre avec, pareil, 2 électrodes, donc une électrode de verre, une électrode de référence, ou une électrode de verre combinée. D'accord ? Et puis, pour faire varier le pH, ce qu'on fait usuellement, c'est qu'on verse de la soude sur le mélange. Alors, le problème étant qu'en versant de la soude, on fait varier le volume, donc il faudra essayer de se débrouiller pour avoir un effet de dilution négligeable, ce qui veut dire qu'il faudra un volume de départ relativement important par rapport au volume versé. Voilà, donc utiliser de la soude suffisamment concentrée. Et puis, du coup, détailler le matériel de mesure, c'est ça, donc potentiomètre, pH mètre, avec 2 électrodes à chaque fois, même si souvent pour le pH mètre on a une seule électrode. Il faut évidemment détailler les électrodes que vous choisissez, donc ça je l'ai fait à l'oral. Et voilà, je vais me contenter de ça, puisque je souhaite passer plus de temps sur la question suivante. Et enfin, déterminer la pente de la frontière BC. Alors BC, c'est entre IO3- et I2. Donc allons-y, il faut écrire la loi de Nernst. Donc le couple IO3- I2, on a déjà la demi-équation, elle est ici. Donc moi je vais écrire la loi de Nernst pour le potentiel. Du coup ça va s'écrire E égale E standard du couple IO3- I2 plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons échangés, donc ici il y en a 10, fois log 2. Alors là, je vais mettre les concentrations, donc concentration en IO3- carré, concentration en H+, puissance 12, divisé par concentration en diode. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose ? A priori, c'est bon, donc ça veut dire que j'aurai la concentration standard à la puissance 11, par souci d'homogénéité. Voilà, et on me demande uniquement la pente, d'accord ? Donc, pour la pente, ce qui va compter, c'est le terme en log de H+, puissance 12. Donc je vais quand même faire un petit effort de réécrire la loi de Nernst, mais donc je vais avoir E standard IO3- I2. Bon, je vais recopier le terme où il y a uniquement les concentrations qui ne nous intéressent pas. Donc IO3- carré sur I2, c'est standard. D'accord ? Et puis du coup, de l'autre côté, ce log-là, je vais dire que c'est log que j'ai écrit ici, plus log de H+, puissance 12. Le 12 en puissance va descendre, et donc je peux faire apparaître le pH. Donc je vais avoir moins 0,06 fois 12 sur 10 pH. Voilà. Je tiens à généraliser parce qu'en fait, la pente, il faut vraiment savoir la trouver très vite. Donc ce que vous devez remarquer quand j'écris ça, c'est qu'en fait, de manière générale, la pente, pour un diagramme potentiel pH, c'est moins 0,06 fois petit m le nombre de protons échangés sur petit n le nombre d'électrons échangés. Tout simplement. Et donc dans notre cas, 6 fois 12, 72, pour nous, donc ça c'était général, donc ici, on a pente qui vaut moins 0,072 volts par unité de pH. Donc je peux l'exprimer en volts.
Voilà pour la première partie de cet exercice. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au dosage en retour. Je vais commencer déjà par vous replacer correctement l'énoncé, qu'on soit tous d'accord. Le voici, hop. Voilà. On va mettre ça là. Donc ça, c'est le titrage en retour, hein, c'est vraiment quelque chose que vous devez bosser parce que ça va tomber. La seule question qu'on se pose, c'est qui va tomber dessus parmi vous. Et puis c'est un peu toujours pareil, mais bon, faut être au point là sur les dosages. Donc on met une masse donnée de dichromate de potassium, on vous donne la masse molaire, pesée avec précision. Elle est dissoute dans une fiole de 50 ml et on note C0 la concentration molaire de cette solution. Ok, jusque-là, pas de problème, on a préparé notre solution de dichromate de potassium. On introduit dans un airline une prise d'essai de cette solution 10 ml avec un excès, une solution aqueuse d'iodure de potassium. Donc là, je mets un excès d'ion I-, parce que vous vous doutez que les ions K+, on s'en fiche. Et on se dit, les I-, on a vu que c'était réducteur, ça va réagir avec le dichromate qui est un oxydant. Donc déjà, on sait qu'il faudra écrire cette équation de réaction. Et on se met en milieu acide sulfurique. La solution devient marron-brun. On procède alors au titrage du diode formé en versant une solution aqueuse de thiosulfate de sodium jusqu'à décoloration. Et on obtient ensuite 11,1. Donc on vous demande d'expliquer très clairement les différentes étapes mises en œuvre dans le protocole décrit plus haut et les équations de réaction adéquates seront présentées ainsi que les constantes d'équilibre correspondantes. Et c'est parti. Bon alors pour expliquer ce protocole, déjà on a ce qu'il faut dire, c'est comment on met un excès d'une solution aqueuse de diode de potassium en milieu acide sulfurique. Et bien ici vous allez avoir réaction préliminaire, c'est-à-dire c'est pas la réaction du titrage entre les ions dichromate, Cr2O7-, et I-. Donc cette réaction, on va la noter 1, par exemple. Et puis ensuite, on voit que, alors je vais surligner d'une autre couleur, la solution devient marron-brun. Ça c'est la formation de I2. Et puis on procède alors, donc c'est là qu'on a un titrage d'iode fermé en versant du thiosulfate de sodium jusqu'à décoloration, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diode. Donc ça c'est la réaction de titrage entre I2 et S2O3 de-. Cette équation, je vais la noter 2. On y va pour les équations de réaction. Alors, je vais faire la méthode rapide, entre guillemets, en essayant de vous l'expliquer au mieux. C'est-à-dire qu'il y a deux manières, en fait. Si je ne suis pas sûr de moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'écrire les demi-équations redox et d'en déduire l'équation chimique globale. Néanmoins, si vous êtes à l'aise avec les degrés d'oxydation, il y a moyen de faire plus rapidement. Je vous propose de regarder les couples. Par exemple, ici, j'ai le couple Cr2O7-, Cr3+. Et en face, j'ai le couple I2, I-. Ok ? Donc, si on regarde les degrés d'oxydation, le chrome, il est à plus 6 dans Cr2O7-, et il est à plus 3 dans Cr3+. D'accord ? La variation du nombre d'oxydation vous donne le nombre d'électrons échangés. Ça veut dire que pour un atome de chrome, j'ai 3 électrons échangés, puisque je passe de plus 6 à plus 3. Or, quand vous allez équilibrer l'équation, vous allez mettre Cr2O7-, et ici 2 Cr3+, donc il y aura 6 électrons échangés. Ok, vous voyez le truc ? Ça veut dire que j'ai 6 électrons échangés quand je vais équilibrer ici. Et puis si je regarde I2, j'ai un degré d'oxydation qui vaut 0 contre moins 1 à ce niveau-là. Même chose, quand je passe de l'oxydant au réducteur, je vais mettre 2 I-, donc je vais avoir 2 électrons échangés. D'accord ? Donc la variation du nombre d'oxydation est égale au nombre d'électrons échangés pour un atome. Mais une fois que j'ai ça, j'ai plus besoin d'écrire les demi-équations, parce que regardez, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais que si je tiens compte de cette stoichiométrie, c'est-à-dire qu'ici j'ai 6 électrons échangés, ici j'en ai 2, je mets directement 3 fois plus de I2, et vous allez voir que les électrons, comme ils s'annulent naturellement, j'aurai plus qu'à équilibrer l'équation de réaction en rajoutant DH2O et DH+.
Donc on y va, je le fais. Néanmoins, si mon explication vous a paru compliquée et que vous ne sentez pas d'équilibrer vos équations redox avec cette méthode, évidemment, vous utilisez les demi-équations. D'accord? Mais pour des gens habitués, ça peut aller beaucoup plus vite parce que vous pouvez écrire votre équation d'une traite. Allez, on y va. Alors, je vais mettre le dichromate Cr2O7 à queue qui doit réagir avec les ions iodures. Donc les ions iodures, on a dit, il y en a 2 pour I2, mais comme je multiplie la demi-équation par 3, ça me fait 6I- à queue. Et donc de l'autre côté, je dois avoir 2 ions Cr3+, pour avoir le bon nombre d'éléments chromes, et 3I2 à queue. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, normalement, j'ai équilibré bien mes éléments électroactifs. Donc, il me reste oxygène-hydrogène. Donc là, comme j'ai 7 atomes d'oxygène, je fais comme d'habitude. Donc, je vais avoir 7 molécules d'eau. Et puis, du coup, 14H+, à queue. Et voilà, donc ça, c'est mon équation 1. Ensuite, l'équation 2, c'est le dosage du diode par les ions de thiosulfate. Donc là, ça nous donne I2 plus S2O3 pardon, 2S2O3 à queue qui vont donner 2I- à queue plus S4O6 à queue. Voilà, allez, on va calculer les constantes d'équilibre très rapidement. Donc les constantes d'équilibre, alors je vais le faire sans démonstration. Et je rappelle simplement du coup que une expression globale qu'on va utiliser directement quand on travaille à 298 Kelvin, ça va être 10 puissance, nombre d'électrons échangés, fois la différence de potentiel standard, en prenant le potentiel standard du couple de l'oxydant moins potentiel standard du couple du réducteur sur 0,06. Okay, j'avais déjà rappelé un petit peu ça dans le premier exercice de cette feuille de TD. Bon, dans notre cas, du coup, si on fait les applications numériques, 15 standard à 298 Kelvin pour la première réaction, ça nous donne 10 puissance. Donc là, il y a combien d'électrons échangés 6 fois 2, 12. Non, pardon. 6 électrons échangés fois le potentiel standard du couple du dichromate, donc 1,36, moins le potentiel du couple I2I- qu'on aurait, si je ne dis pas de bêtises, sur le diagramme potentiel pH ici. Donc I2I-, on le voit à 0,64, on va dire, à peu près. Ce qui nous fait ici, alors je vais recalculer uniquement la puissance. Du coup, ça nous fait du 136 moins 64, ce qui nous fait 36 et 36, une puissance 72. Hein. Donc on a 15 standards à 298 Kelvin, qui est environ de 10 puissance 72. Donc on a une réaction largement quantitative. Et pour K2 standard, on fait la même manœuvre. 10 puissance, donc là il y a 2 électrons échangés. Le couple de l'iode, cette fois-ci, donc on va reprendre la même chose, 0,64 moins 0,08 sur 0,06. Et donc là, on a K2 standard à 298 Kelvin, qui est de l'ordre... donc là, ça me fait du... je vais faire le petit calcul juste de la puissance. 64 moins 8, donc ça nous fait du 56 sur 3, ce qui nous fait 18. Donc on a environ 10 puissance 18. Donc on a bien 2 réactions de titrage qui sont toutes deux quantitatives. Ce qui est une bonne nouvelle. Et encore une fois, je le rappelle, les réactions de titrage, elles doivent être quantitatives, mais également rapides et puis sélectives. C'est-à-dire qu'on ne doit pas titrer n'importe quoi avec notre titrant. Allez, on passe à la question de jackpot, la question 5, qui est sans nul doute la question de loin la plus importante de l'exercice, parce que c'est là qu'il y a vraiment les applications numériques, c'est vraiment la question à point. Alors on y va. Elle est toute simple, telle qu'elle est posée. Donc établir l'expression littérale de la concentration C en thiosulfate de sodium, puis la calculer. Alors,
Tout d'abord, la réaction de titrage, c'est bien la deuxième réaction. Donc ça, on va l'écrire. Donc, à l'équivalence, du coup, qui correspond à la réaction 2, on peut écrire que N thiosulfate titré sur 2, c'est égal à la quantité de d'iode qui a réagi dans cette réaction. Ok, donc ça, c'est première chose. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai bien, si je regarde la réaction 2, une molécule de d'iode qui réagit pour deux ions de thiosulfate. Donc des proportions stoichiométriques, ça correspond évidemment à 2 fois plus de thiosulfate, d'où l'équation suivante. Attention à ne pas vous planter sur le coefficient, sinon forcément, tout est fichu. Ensuite, cette quantité de I2, je dois la relier ici aux ions dichromates. Donc sachant qu'au tout début, on a mis des ions iodures en excès pour réagir avec le dichromate, de sorte à ce que la quantité de I2 que je forme ici, elle soit reliée à la quantité initiale de dichromate que je connais avec précision. C'est ça qui est important. D'accord ? Donc vous voyez que si je pars de N0 mol de dichromate, je vais arriver à 3 N0 mol de I2. Ok, c'est vraiment ça qui est important à avoir compris. Donc du coup, par ailleurs, d'après la stoichiométrie de la première réaction, donc de 1, on a, et donc je vous invite éventuellement, si vous n'avez pas convaincu, à faire un tableau d'avancement, mais donc la quantité de I2 qui va être consommée dans la deuxième réaction, qui est égale à 3 fois la quantité de dichromate initiale. Voilà, ça c'est le premier truc. Et puis cette quantité de dichromate, je vais pouvoir la calculer, puisqu'on nous a dit qu'on prenait une prise d'essai d'un volume V0, par rapport à la concentration de C0 d'ailleurs, qu'on peut calculer à partir de ce qu'on avait avant. Donc en fait, NCR2O7 dans ma prise d'essai, c'est le volume que j'ai titré fois sa concentration C0. Et puis C0, il faut le calculer à partir de la solution initiale qu'on a préparée. Donc avec C0, donc d'après les données de l'énoncé, ce serait la masse qui était donnée, je vais le mettre d'abord avec quantité de matière, si on veut, sur le volume, alors je vais le noter comment, V fiole, allez hop. Donc là, on utilise la première ligne de l'énoncé, et N, du coup, ça va être petit m sur grand M fois V fiole. Voilà, ce qui fait que du coup, si une fois qu'on a écrit tout ça, normalement, on s'en sort mieux, parce que je peux injecter l'expression de C0 dans la quantité initiale, et la quantité initiale dans cette expression, et puis I2 dans cette expression. Et donc normalement, vous voyez, je vais réussir à tout relier. Donc ainsi, je vais faire ça tranquillement, on va avoir N S2O3 titré divisé par 2, qui doit être égal à 3 fois donc M V0 sur grand M V fiole. Et puis, je vais pouvoir également remplacer cette valeur-là, c'est-à-dire que NS2O3 titré, je peux également dire que c'est la concentration recherchée fois le volume équivalent. Et donc, du coup, cela étant dit, je vais pouvoir arriver à une expression pour la concentration recherchée qui vaut 6M sur grand M V fiole fois, du coup, V0 sur V équivalent. Maintenant, je fais l'application numérique. Et donc, je trouve une concentration de 8,09 fois 10-2 mol par litre. J'ai bien pris 3 chiffres significatifs, puisqu'on voit que dans les données de l'énoncé, toutes les valeurs sont données avec 3 chiffres significatifs. On attend une précision quand même assez importante, puisqu'il s'agit ici d'un étalonnage de la solution titrante. Voilà, les incertitudes n'ont pas été données, donc on va se contenter de ce résultat-là. Hop, et bien voilà pour cet exercice.
Voilà, comme d'habitude, hein, les chimistes, n'hésitez pas si jamais il y a des questions. Les commentaires, ça sert à ça. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne préparation et je mets des liens, comme d'habitude, vers d'autres corrections. Allez, à bientôt!